pour atteindre l'autonomie protéique en polyculture élevage avec les cultures associées, avec nos deux intervenants du jour, donc Jonathan Kirchner sur la ferme de Garoussé et Laurent Bedoussac, mes deux confs à l'ENSFEA et chercheurs à l'INRAE, à l'UMR Agir. Et donc Maxime Moncan et moi-même serons en charge de l'animation. Donc, on a 150 inscrits à ce jour. Et donc, je vous propose que sans plus tarder, on commence le temps que petit à petit, tous les participants puissent se connecter. Juste quelques règles à vous rappeler pour ce webinaire. Donc, on est en mode webinaire, donc il n'y a que les intervenants qui pourront prendre la parole lors de cette heure qui est dédiée aux cultures associées. Par contre, vous pourrez adresser vos questions et remarques par écrit. Donc, pour ça, on vous propose d'utiliser l'interface Q&R que vous allez retrouver. Donc, soit les questions seront répondues directement par les intervenants ou par nous-mêmes en fonction de, voilà, de l'avancée du temps de présentation. Et puis, pour signaler un problème technique, on a aussi une collègue en bac qui peut vous aider dans l'interface discuter, en bas de votre écran toujours, ou en haut, selon où se situe votre menu. Donc, juste une petite rapide présentation de Sol Agro, donc de notre entreprise associative qui existe depuis un peu plus de 40 ans aujourd'hui, au service des transitions agroécologiques, alimentaires, climatiques et énergétiques, qui regroupe aujourd'hui diverses activités en fait organisées en thématiques. Et donc, OSAE s'inscrit dans l'activité agroécologie biodiversité. Et donc, vous avez le QR code pour adhérer à Solagro et puis en savoir un petit peu plus aussi sur nous. OSAE, la plateforme OSAE est une plateforme qui existe depuis 2008 et qui est en ligne depuis 2015. L'idée, c'était vraiment d'accélérer en fait la diffusion des savoirs agroécologiques sur le terrain. Et pour cela, rien de tel en fait que des témoignages d'agriculteurs qui ont fait le pas ou d'agricultrices qui ont fait le pas pour présenter ça sur leur ferme, dans leur contexte, avec leurs contraintes, et puis les démarches collectives qu'ils ont pu également initier. Et plus récemment, comment aussi ils se sont adaptés au changement climatique. Donc en fait, vous pouvez retrouver différents témoignages. Donc on est à 50 témoignages aujourd'hui sur la plateforme. Et l'équipe d'animation aussi propose des rencontres techniques sur le terrain lors des quinzaines de l'agroécologie, où on met en valeur cinq collectifs d'agriculteurs sur leur ferme. Et puis, les webinaires sont l'occasion de justement partager ces savoirs, donc entre savoir empirique et savoir scientifique, et voilà, répondre aussi à vos questions. Il y a une chaîne YouTube sur laquelle vous pouvez retrouver l'ensemble des vidéos et puis des replays également de OSAE. Et OSAE, en fait, chaque témoignage est présenté sous la forme en fait de la mise en avant de quelques pratiques agroécologiques sur la ferme, mais l'idée au départ c'est de s'assurer que l'ensemble de la ferme est cohérent et répondre à ce qu'on appelle la fleur de l'agroécologie que vous pouvez retrouver ici. Donc vous voyez qu'en fait il y a différentes pratiques qui sont mises en avant et étudiées. Et l'adaptation au changement climatique et l'engagement vers des démarches collectives sont des nouveaux axes en fait de travail aussi pour OSAI. Donc sans plus tarder, je vous propose de voir un peu plus concrètement ce qu'est la mise en place de cultures associées, puis l'insertion de ces cultures associées, donc plutôt type métail dans la ferme en fait du Garoussé, donc avec Jonathan Kirchner. Et puis après, on aura Laurent Bedoussac qui nous présentera plus en détail finalement quels sont les intérêts agronomiques mais pas que, en fait, de ces cultures associées
quelles sont aussi les contraintes qu'on peut rencontrer sur le terrain. Parce qu'aujourd'hui, la situation actuelle est que en fait, ces cultures associées représentent qu'entre 0,1 et 3% de la sole française, quoi. Donc voilà, l'idée, c'est de vraiment pouvoir un peu démystifier ces cultures associées et pouvoir approfondir le sujet. Donc, je te laisse la parole, Jonathan. Jonathan, Jonathan, tu nous entends? Ah, merci, c'est revenu. Excusez-moi. Je vous entends. Vas-y, la parole est à toi. Donc, bonjour. Jonathan Kirchner, j'ai 37 ans, je suis marié, j'ai trois enfants. J'ai fait un parcours d'ingénieur en agronomie à ce qui était à l'époque l'école d'agro de Clermont-Ferrand. Et je me suis orienté vers du développement territorial. Et puis après, je me suis installé en 2015 après quelques activités professionnelles en association avec mon père au sein du GAEC de la ferme de Garousset, que nous avons du coup créé ensemble. Et je suis agriculteur depuis. Lui a pris sa retraite et on parlera un petit peu de la suite et de sa succession. Donc je vais commencer par vous présenter rapidement l'exploitation. Donc tu peux mettre la diapo suivante. Voilà, la localisation donc, et l'environnement, c'est une exploitation qui est coincée entre guillemets entre deux villages. Vous avez Fontenay à droite, qui au moment où mon père s'est installé en 82 devait avoir 1500 habitants et qui maintenant en a plus de 5000. Avec une grosse expansion. On voit juste au-dessus de la ferme qui, elle, est entourée en verre. Juste au-dessus, il y a une grande parcelle de 20 hectares qui était avant en fermage et voilà, que mon père avait, qui a été mis à disposition par la commune, qui a été récupéré, où il y a un énorme lotissement maintenant. Et puis, on voit à gauche le rond rouge, c'est un autre village qui s'appelle Bon Repos-sur-Aussonel et qui borde également l'exploitation vers le sud, voilà, tout à fait, par une autre zone artisanale. Donc, on est voilà, de plus en plus entouré par la périurbanisation qui s'étale principalement vers l'ouest. Et on connaît voilà, cette urbanisation galopante que peut avoir Toulouse. L'exploitation est bordée au sud par le trait jaune, qui était bleu à l'origine, je ne sais pas pourquoi, qui est l'Ossonel. Et puis au nord, on voit tout en haut du coup du polygone vert, on voit qu'il y a la limite entre la Haute-Garonne et le Gers. Donc l'exploitation est en bordure du Gers et on retrouve sur le haut de l'exploitation cette caractéristique gersoise de colline. Donc on a un petit peu de relief sur l'exploitation. Donc, il y a le relief un peu gersois au nord, il y a ce cours d'eau au sud, et on voit au centre du polygone vert des bâtiments. C'est les bâtiments de l'exploitation, et donc tout est regroupé en un seul lieu. Sur la diapo suivante, voilà, l'exploitation fait 80 hectares. Sur ces 80 hectares, on fait entre 20 et 15 hectares de métail par an. Donc, je reviendrai sur le métail tout à l'heure. Il y a 1,5 hectare de maraîchage. Ça fait partie des deux personnes qui se sont installées hors cadre familial pour remplacer mon père, puisque nous avons densifié l'emploi sur l'exploitation. Et on a, entre autres, mis en place une activité de maraîchage sur l'exploitation. Le reste de la SAU se répartit avec 50 hectares et demi de prairies que nous utilisons pour l'autoconsommation des troupeaux, puisque nous sommes autonomes. Et il y a 8 hectares de bois qui aujourd'hui sont peu valorisés, mais qui ont pour but d'être valorisés pour notamment la pâture, la protection des brebis, et puis une partie de bois énergie également. Le troupeau fait 350 brebis de race tarasconnaise que nous avons en sélection. Donc, on fait partie d'un organisme qui s'appelle l'UPRA, Centrale des Pyrénées, et on a des béliers de sélection qui partent tous les ans en centre de sélection. Et c'est un troupeau qui est transhumant, c'est-à-dire que du début du mois de juin jusqu'à la moitié du mois d'octobre, les brebis vont dans les Pyrénées, au-dessus de Luchon, pour profiter des pâturages qui sont verts à cet endroit, alors que nous, c'est une période qui est extrêmement séchante
Et ça nous permet à la fois de faire un vide sanitaire et de faire des stocks de fourrage pour l'hiver. Il y aura une diapo qui présentera un peu la situation euh, en été des prairies et de l'exploitation. La deuxième personne qui a remplacé mon père, c'est une personne qui a mis en place un atelier de transformation de produits qu'elle peut trouver sur la ferme, c'est-à-dire dans les haies qui ont été plantées par mon père, entre autres, et puis dans les générations spontanées de plantes, que ce soit le cynorrhodon, que ce soit le tilleul, le sureau et bien d'autres, l'acacia et autres. Et elle fait de la transformation avec ça, et également avec les invendus de légumes et avec des plantes aromatiques qu'elle met en place au sein d'un jardin, notamment une partie de l'atelier est sur le safran. Voilà, donc il y a une troisième personne, il y a trois ETP, trois UTH, et on est tous les trois à 100%, comme l'oblige les gars avec Toto, à 100% sur la ferme. Donc ensuite, on va voir que sur l'exploitation, on a, sur la diapo suivante, un grand nombre d'infrastructures agroécologiques. Donc la dernière qui a été mise en place en 2018, c'est 9 hectares d'agroforesterie qui est sur la grande parcelle verte juste au-dessus de là où il y a écrit mouton en agneau. Voilà, merci, cette parcelle-là. Donc sur 9 hectares, il y a 410 arbres, dont 5% de fruitiers. Et on s'est appuyé sur l'expérience qu'on avait au niveau des haies, c'est-à-dire quels sont les arbres de Auger qui avaient bien fonctionné, quels sont les arbres qui sont endémiques et qui se sont bien plu jusque-là. Et on a fait du coup un maillage nord-sud de cette parcelle avec 13 lignes d'arbres qui prennent l'ensemble de la parcelle. Et on reviendra sur l'agroforesterie tout à l'heure. Il y a 10 hectares d'agroforesterie supplémentaires qui sont en projet, qui devraient être plantés mi-décembre. Donc là, c'est la grande parcelle qui est à gauche. Voilà, merci, exactement celle-ci, qui fait 10 hectares. Donc là, pour le coup, on va faire une plantation avec des arbres, avec des lignes d'arbres qui seront en courbe de niveau, donc orientation est-ouest et pas nord-sud comme les précédentes, de façon à freiner la course de l'eau qui vient de ce coteau et à en récupérer un maximum. Et puis également de façon à mailler l'ensemble du territoire de l'exploitation avec des arbres. On reviendra sur les avantages tout à l'heure. Il y a également 1,7 hectare de haies qui avait été planté par mon père en 94. Et puis, quand je me suis installé, on a replanté 1 kilomètre en 2015 et 1 kilomètre en 2016. Alors, pourquoi c'est important de parler de ça? Parce que, sachant qu'on est sur les cultures associées, parce que l'arbre est extrêmement important dans ses apports et dans ses échanges entre la culture qui va être dans la parcelle et la haie. Que ça soit des OG mélangés avec des buissonnants dans les haies ou que ça soit des OG et moyens G qui sont choisis pour l'agroforesterie. Euh, et également, ça permet, quand on fait des lignes d'arbres comme ça, d'avoir au sein de leur implantation, en fait, une bande enherbée qui fait généralement 1 mètre, 1 mètre 50. Et cette bande enherbée elle-même va avoir un rôle important. On a déjà d'ailleurs fait un travail avec Caroline il y a quelques années sur comment les bandes enherbées ou les bandes fleuries, comme, avec les essences qu'elles peuvent accueillir, vont favoriser la présence d'auxiliaires qui vont limiter les ravageurs de culture. Donc il y a vraiment des échanges et des bénéfices mutuels à remettre des arbres et des haies dans le système. Et puis il y a une retenue d'eau qui fait 2500 mètres carrés qui n'est plus utilisée pour l'irrigation des terres aujourd'hui, voilà, qui est juste à côté de la bergerie, plus utilisée pour l'irrigation des terres de culture, mais qui est destinée au maraîchage, parce qu'il y a quand même des gros besoins. On a parfois des grandes périodes sans pluie, donc on a besoin de cet outil. Donc, par la suite, je vais revenir sur les différentes activités. D'abord, l'activité de maraîchage. Alors, je vais te parler rapidement d'élevage, excusez-moi. Donc là, on voit un peu le contexte en été. Ça, c'est une photo qui est prise au mois de juillet. Donc la majeure partie du troupeau est déjà en montagne. Et on voit bien pourquoi. Les champs sont complètement brûlés par le soleil, la chaleur, le vent. Et c'est extrêmement difficile d'arriver à trouver de la ressource herbagère. La la diapositive suivante, c'est une photo de mouvement de troupeau voilà, au coucher du soleil.
et on voit les nuages de poussière que ça peut faire et on imagine bien la difficulté pour un troupeau ovin qui voudrait rester dans la plaine à alimenter un troupeau juste avec de la pâture. Par la suite, du coup, la faible proportion de cette ressource en herbe fait qu'on est obligé du coup, d'aller chercher cette complémentarité avec la montagne, d'où le marquage des brebis avec des identifications en rouge pour dire que ça vient de notre montagne, c'est-à-dire Saint-Paul-d'Ouai, et en noir pour dire que ça vient de mon troupeau. Et quand on va la mélanger avec d'autres éleveurs, puisqu'on mélange avec sept autres éleveurs, donc on est 8 en tout, et ça donne la diapositive suivante. On voit un troupeau panaché en montagne avec voilà, un grand nombre de marquages dans un contexte voilà, de montagne, puisque au-dessus de Luchon, on est à la limite entre la moyenne montagne et la haute montagne. Sur les activités suivantes, on va arriver sur la partie maraîchage. Au niveau du maraîchage, on est sur du maraîchage diversifié, maraîchage sur sol vivant, où il va y avoir un mélange d'espèces au sein de chaque planche, et puis une assez forte densité de légumes dans un même périmètre d'espace. On a le contexte de la serre, puisque ça, c'est la partie en plein champ. On a le contexte de la serre juste à côté. On voit que l'un comme l'autre, il y a un travail qui est fait avec les strates productives, c'est-à-dire entre les légumes qui vont être plutôt au sol, des légumes qui vont être plutôt grimpants, et de essayer de travailler sur la complémentarité qu'il peut y avoir dans le maraîchage au sein d'une même planche entre ces différents éléments. Il y avait par exemple la ligne de droite, où on avait des tomates tomates grappes qui sont montées à plus de 2 mètres. Et puis au sein des pieds de tomates, il y avait à des endroits soit des poivrons, soit des haricots verts. Et donc il y avait d'abord une utilisation optimisée de la surface et en plus voilà, des avantages réciproques entre les deux. Et puis, on voit un petit peu moins, mais la parcelle de maraîchage est également entourée de haies. Et voilà, c'est des haies qui vont permettre de limiter le vent et donc l'évapotranspiration, et donc essayer de diminuer le besoin en eau. Sur les diapos suivantes, je suis un petit peu revenu sur les mélanges d'espèces au sein des cultures et au sein de la prairie. Alors là, on a au niveau des infrastructures, on a une photo de l'étang dont je parlais tout à l'heure et une petite visibilité sur les haies. Donc ici, la présence de haies en bordure des parcelles de prairies. Donc les haies que vous voyez à l'écran, ça c'est des haies que mon père avait plantées en 94-95. Et on voit que voilà, au niveau des dimensions, ça a déjà pris une certaine ampleur. Alors lui avait planté ces haies parce que les vents dominants sont des vents est-ouest. Et pour freiner cette course de vent, donc il a planté ces 1,7 km de haies orientées nord-sud parce que la recherche à l'époque donnait un effet bénéfique des haies sur les parcelles sur à peu près 10 fois la hauteur. Donc on avait des haies qui pouvaient être qui étaient espacées, enfin de de 200-300 mètres. Et puis, euh, et puis la recherche avançant, on a vu que finalement, c'était peut-être un peu moins. Et c'est pour ça que moi, on a replanté des haies quand je me suis installé. Et on a recoupé un grand nombre de parcelles en deux. Et donc, on avait plutôt des haies qui étaient du coup à 150, voilà, 100-150 mètres, de façon à ce que l'effet bénéfique soit plus important. Et donc là, on voit sur les prairies, moi, il y a un, un effet flagrant sur le fait que c'est en bordure de haie, que la pousse de l'herbe va être, d'abord, elle va reprendre le plus tôt aux sorties de l'hiver, et puis elle va durer le plus longtemps quand on va revenir vers la fin de saison. Et puis, ça va bénéficier également de l'ombre et de la remontée d'humidité sur les périodes séchantes. Et ça va également servir de protection pour les animaux quand ils vont chercher de l'ombre, quand il va commencer à faire chaud. Et ça vient
Ça va rajouter des effets bénéfiques au choix de mélanger des variétés au sein des prairies. Donc, au sein des prairies, on fait des mélanges entre du dactyle, de la fétuque et du raisin pour les graminées. Et on va mettre du lotier, du trèfle blanc et puis du sainfoin, des fois de la luzerne pour ce qui est légumineuse, de façon à ce que les graminées et les légumineuses vont à la fois aller chercher en profondeur les éléments dont ils ont besoin et puis les répartir au niveau de la surface, offrir une grande densité à la fois à un instant T et aussi sur l'ensemble de l'année, puisque les graminées vont être un peu moins productives quand la chaleur va augmenter, mais les légumineuses vont souvent prendre le pas. Et quand on va faire une première fauche, il va y avoir une meilleure repousse des légumineuses, par exemple. Donc on peut avoir du regain, on peut avoir une deuxième fauche sur des périodes plus séchantes. Et puis, il y a un intérêt d'avoir les deux, c'est que ça peut également, on réduit le besoin en intrants, puisque la sénescence à la fois des feuilles et des racines de légumineuses vont alimenter le couvert de graminées et vont lui permettre de durer dans le temps et de garder une meilleure productivité dans le temps. Sur les diapos suivantes, j'ai mis des photos des haies et de ce que ça pouvait apporter sur les cultures. Donc là, on a également les haies qui ont maintenant, puisque ça a été implanté en 94-95, qui vont vers leurs 30 ans. Et on voit le métail de cette année qui est bordé par cette haie. Donc cette année, on avait fait un métail qui est le métail qu'on utilise à la fois qui fait les cultures et qui va nous servir de ration complète pour les animaux, puisqu'on est en autoconsommation également sur les céréales. Donc on mélange de l'avoine, du triticale et de l'orge. Et avec ça, pour ce qui est des légumineuses et des protéagineux, on va mettre de la févrole, du pois et de la vesse. Alors on les voit un peu moins sur la levée, mais on voit sur les diapos suivantes, il y a des gros plans sur ces éléments. Donc l'intérêt est le même d'avoir des haies en bordure de parcelles de céréales, va être le même que pour les prairies tout à l'heure. Les effets sur le vent, les effets sur l'humidité, les effets sur l'ombre également. Alors, on parle beaucoup de la concurrence et du fait que les va avoir un effet négatif et qui va empêcher la croissance, mais on ne pense pas à tous les phénomènes d'érosion sur lesquels la haie va avoir un effet bénéfique. Et moi, c'est sur cela que je m'appuie de façon importante. Et également sur le fait que, comme je disais avec les bandes fleuries tout à l'heure, ça permet d'abriter un grand nombre d'auxiliaires et donc d'augmenter la quantité de biodiversité qui, elle, va ensuite jouer un régulateur sur les éventuels ravageurs. Et là, c'est les gros plans du coup. Donc, sur les diapositives suivantes, on a un gros plan sur les plants de févrole qu'il y avait au sein du métail. On a un gros plan sur voilà à gauche où on voit voilà de la biodiversité. On voit il y a une petite coccinelle qui est présente donc qui va permettre elle est présente parce qu'il y a des pucerons, mais du coup elle va permettre de jouer un rôle d'auxiliaire régulateur. Vous avez au milieu le mélange de prairies avec différentes graminées qui est mélangé avec différentes légumineuses, certaines qui ont été semées, d'autres qui sont spontanées. Et puis, on a au milieu un exemple voilà, du métail qui était prêt à être moissonné. On va voir quelques images de la moisson juste après. Prêt à être moissonné, donc là, on avait des épis de triticale et d'orge. Et puis, on voit au milieu voilà, on voit de la verdure avec des fleurs violettes. Donc ça, c'est la veste qui continue à pousser et qui a une maturité qui est un peu plus tardive. Donc ça oblige de jongler quand on veut avoir une ration complète derrière pour les brebis, de jongler avec les niveaux de maturité en essayant de trouver vraiment le moment optimum pour la moisson, de façon à ce que les céréales ne souffrent pas trop, ni de concurrence autre, ni de verse avec le vent et avec la pluie, donc les différentes conditions climatiques. Et il faut une quantité maximum de légumineuses qui vont être prêtes à être moissonnées.
Alors, on voit assez peu sur cette photo-là, mais on a un taux de salissement qui est très peu important parce qu'on laisse les prairies présentes entre 5 et 7 ans. Et puis, on va travailler la surface de la prairie pour la détruire, pour essayer de ne pas dégrader les horizons profonds et pas trop dégrader le sol. On sait qu'il y a une émission, une perte de matière organique et une émission de gaz à effet de serre comme le protoxyde d'azote au moment où on va labourer. Et donc, on veut limiter ça au maximum, d'où le fait qu'on espace un maximum les moments de culture et donc de travail du sol. Et sur la photo d'après, on voit un peu mieux le fait que la parcelle est très peu salie, du fait que, en fait, la parcelle n'est pas retournée tous les ans. Et donc, il n'y a pas de ces graines d'adventices qui viennent se mélanger et qui peuvent être un gros problème sur des conventionnels qui vont avoir des moments enfin, comme ils retournent l'artère tous les ans, ils ont leur stock de graines qui se renouvelle et sur lesquels ils ont du mal à lutter malgré l'utilisation de- d'herbicides. On voit là des pousses spontanées là il y a de la caméline, mais voilà, qui est toujours présente, mais on peut passer au-dessus avec la moisson. Et là, on voit que malgré le fait qu'il n'y a aucun pesticide qui ont été utilisés, d'utiliser le mélange l'association entre les céréales et les graminées et les protéagineux. On arrive à avoir suffisamment de densité pour pas avoir trop de salissure ou voilà, de pollution avec des adventices. Donc on a une paille relativement propre. On a un petit peu on a 15-20 cm de pousses de plantes, mais voilà, la moissonneuse peut largement passer au-dessus. Et on voit qu'on a une bonne hauteur et une bonne densité du métail. Et alors, la dernière photo, c'est voilà, une photo de la paille et des engrais de paille. Donc là, avec cette récolte de 20 hectares, cette année, on va être autonome en céréales et autonome en paille, qui est également utilisée soit pour d'autres activités comme le maraîchage, soit pour pailler la bergerie et pour alimenter la croissance des agneaux et des brebis, puisqu'ils consomment également une partie de la paille. Donc on devrait être cette année 100% autonome sur toute l'alimentation, et en partie grâce au gain de productivité qui est dû aux associations et dans les prairies, les gains qu'on peut avoir sur le foin, et dans les métayes, le gain qu'on peut avoir sur la production de céréales. Il me semble que sur la diapo suivante, j'ai remis quelques petits exemples de biodiversité qu'on peut avoir. Alors, j'en avais des exemples et des exemples, mais j'ai mis quelques petites illustrations et puis j'aime bien faire des photos de quelques insectes qu'on peut avoir. Ah non, c'était l'agroforesterie, excuse-moi. L'agroforesterie, voilà, pour présenter une petite photo de la parcelle de 9 hectares qui est existante, du coup. Donc, je vous disais 13 lignes d'arbres, à peu près entre 33 et 38 arbres par ligne, pour à peu près 410 en tout. Donc, on a bien ces lignes d'arbres. Et là, on les avait protégés avec une double gaine, une gaine noire pour protéger contre le gibier qui est obligatoire. Et puis, j'avais rajouté un drain agricole pour les protéger des brebis, puisque l'idée, c'était de pouvoir faire du sylvopastoralisme. Donc, c'est des parcelles qui sont utilisées et pour la fauche qu'on a sur l'image et pour la pâture sur l'image suivante. Et voilà, donc c'est évidemment un contexte à prendre en compte, ce qui n'est pas toujours le goût de tous les agriculteurs de devoir faire attention, parce que c'est quand même du temps de perdu, entre guillemets, à faire attention à ces lignes d'arbres, à ne pas les abîmer, et puis de faire leur entretien, faire des coupes, faire des branches qui ne sont pas à garder, notamment parce qu'elles débordent sur l'espace productif. Mais moi, je n'y vois que des avantages pour l'instant. Et on voit sur la diapo suivante, ça donne des superbes photos avec les développements nuageux qu'on peut avoir avec les orages de cette année. Et donc, voilà, c'est en plus moi, je trouve un contexte de travail qui est intéressant avec des animaux qui vont aller chercher l'ombre au pied des arbres ou chercher les feuilles ou les fruits qu'il peut y avoir. On a des arbres comme les frênes qui peuvent servir de ressources fourragères également.
Et puis les fruitiers qui peuvent servir ou pour les animaux ou pour la consommation personnelle. Voilà, c'est quelque chose qui augmente la productivité au sein d'une même parcelle. Donc on a en plus une multiplication des horizons productifs entre les graminées qui sont plus élevées, les légumineuses qui sont en général un peu plus proches du sol, qui ont eux-mêmes des effets réciproques, et puis rajoute une strate de production avec l'agroforesterie au sein des mêmes parcelles. Donc là, je vous parlais de quelques exemples de biodiversité, les coccinelles, les papillons, et puis différentes sortes d'orchidées. Je suis rentré dans le programme avec Caroline sur Life Biodive Paysan, et il y a voilà, un inventaire de biodiversité, que ce soit des insectes ou que ce soit des plantes, qui est en cours d'être finalisé. Donc, ils ont trouvé intéressant de pouvoir trouver un grand nombre de plantes et d'insectes. Merci beaucoup, Jonathan. J'avais mis une dernière diapositive pour expliquer que les, les associations, que ce soit au sein des prairies, au sein des métayers ou que ce soit au sein des espaces avec l'agroécologie et les haies, ça me semble essentiel pour lutter contre les agressions extérieures qui, pour moi, vont être, on voit de façon tendancielle, elles sont de plus en plus nombreuses et de plus en plus intenses. Donc, que ce soit les périodes séchantes ou que ce soit les fortes pluies, la photo suivante, où on peut avoir des précipitations des fois un mois de précipitation en quelques dizaines de minutes. Donc il faut avoir des écosystèmes qui sont suffisamment résilients pour absorber ça et l'utiliser après. Et c'est également essentiel pour augmenter la productivité de nos parcelles. Et ça augmente non seulement leur productivité à l'instant T, mais aussi leur productivité dans le temps, puisque ça les rend plus durables. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Jonathan. Je ne doute pas qu'il y aura des questions par la suite, mais sans plus tarder, je laisse la parole à Laurent. Et hop, vas-y, Laurent, c'est à toi. Allez. Bonjour à tous, merci pour cette première présentation. Je vais essayer de voilà, compléter ce qui a été dit par Jonathan. Donc, Laurent Badoussac, je suis maître de conférence à l'ENSFEA et je fais mes recherches à l'INRAE à Toulouse dans l'équipe de recherche Vasco. Donc, alors, normalement, j'ai la main. Voilà. Alors, déjà, donc, de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de culture associée? C'est dès lors qu'il y a au moins deux espèces dans une même parcelle et qui cohabitent pendant une période suffisamment importante. Et c'est un principe de base de l'écologie, puisque dans n'importe quel milieu, à quelques exceptions près, il n'y a jamais une seule espèce, mais il y a une diversité d'espèces. Et comme l'a montré Jonathan, ben, ça recouvre une diversité de systèmes, des cultures annuelles, des systèmes prairiaux, de l'agroforesterie, du sylvopastoralisme, des mélanges d'arbres et d'arbustes. Et moi, mes recherches sont principalement focalisées sur des mélanges annuels et parmi ces mélanges, plutôt des céréales et des légumineuses et plutôt à vocation de production de grains pour l'alimentation humaine ou pour l'alimentation animale. Donc à la base, c'est une pratique traditionnelle, mais avec l'intensification de l'agriculture, c'est une pratique qui a malheureusement, pour dire, un peu devenu relativement marginale. Et pourtant, quand on lit la littérature et quand on écoute les producteurs qui font des cultures associées, ben, voilà, ils font un certain nombre de constats que ben, les mélanges céréales-légumineuses, ben, ça permet d'améliorer la qualité des céréales, qualité au moins au sens teneur en protéines et donc du produit fini, que ça permet d'accroître et stabiliser les rendements, et en particulier celui des légumineuses qui ont des rendements très variables parce qu'elles sont sensibles à tout un tas de stress biotiques et abiotiques, que ça permet de réduire certains ravageurs, même si ce n'est pas systématique, et tout ça contribue à la réduction euh, de l'apport d'engrais, de produits phyto, et donc un moindre impact sur l'environnement. Et comme l'a dit Jonathan, ben voilà, ça contribue aussi à l'augmentation de l'autonomie protéique pour l'alimentation animale. Et les intérêts des cultures associées des mélanges céréales légumineuses, ils sont particulièrement visibles dans les situations à bas niveau d'azote. Autrement dit, si on met beaucoup d'azote ou s'il y a beaucoup d'azote dans le système, bah, il vaut mieux faire une céréale seule que de faire des mélanges de céréales et de légumineuses. Et donc c'est pour ça qu'on les retrouve plutôt dans les systèmes d'élevage et notamment dans les systèmes biologiques, pas parce qu'ils sont bio, mais surtout parce c'est des systèmes où on a des disponibilités en azote plus limitées, et en particulier quand on n'a pas d'élevage.
Alors, Jonathan l'a dit, hein, il a parlé de compétition, complémentarité entre les plantes, et c'est vraiment ça l'enjeu quand on va mélanger plusieurs espèces. Les plantes, quand on les mélange, au départ, elles font de la compétition, elles ont chacune leur objectif, c'est de se produire des graines et donc d'acquérir des ressources pour elles-mêmes. Et quand on met une céréale et une légumineuse, ben, elles vont se battre pour acquérir l'azote minéral du sol. C'est ce qu'on voit ici, hein, la quantité d'azote acquise par des céréales pures, des associations et des légumineuses. Et là, on est dans des situations où il y a peu d'azote disponible et les trois types de couverts ont la même capacité à acquérir cet azote. Et dans l'association, on voit que c'est surtout la céréale qui va acquérir l'azote parce qu'elle est plus précoce, elle est plus gourmande, elle a des racines qui vont plus profond, donc c'est elle qui est plus compétitive. Mais l'intérêt d'associer une céréale et une légumineuse, ou plutôt une légumineuse et une non-légumineuse, c'est que la légumineuse, elle a la capacité aussi à aller chercher l'azote atmosphérique de l'air et donc de laisser l'azote minéral du sol à la céréale, puisqu'elle a la capacité de trouver une autre source pour répondre à ses besoins. Et quand on ajoute cette quantité d'azote qui est issue de la fixation symbiotique, ben on voit que les associations et les légumineuses seules font mieux que les céréales quand on est dans une situation où il n'y a pas beaucoup d'azote. Et en fait, le processus, c'est que dans une association, c'est parce que les plantes sont en compétition pour l'azote que ça va forcer le développement de cette complémentarité de niche en poussant la légumineuse à faire de la fixation symbiotique. Et un élément sur lequel je voudrais que vous soyez convaincus et sortir ça de l'imaginaire collectif, c'est la légumineuse, elle ne donne pas d'azote à la céréale. Souvent, on pense que si on améliore la teneur en protéines de la céréale dans les associations, c'est parce que la légumineuse est sympa et qu'elle fixe de l'azote atmosphérique et qu'elle le donne à la céréale. Bon, ça, c'est pas vrai. Il y a des transferts qui existent de plante à plante, mais ils sont indirects, hein. C'est par le fait que les racines meurent et mettent des exudats racinaires, mais elles ne se donnent pas d'azote l'une à l'autre. Chacune garde son azote pour soi. Comme l'a dit Jonathan, la complémentarité entre les plantes, elle s'exprime aussi pour l'utilisation de la lumière. On va associer des plantes qui ne vont pas se développer de la même manière. Une céréale qui est un peu plus précoce, qui est plutôt un port dressé, avec des légumineuses comme du pois qui vont, en début de culture, être relativement lents à se développer au stade rosette, et puis qui ensuite vont venir se dresser et s'accrocher au blé. Et donc, quand on associe les plantes, ben, on va avoir une meilleure utilisation de la lumière dans le temps et dans l'espace. Et ce qu'on retrouve pour la lumière, ben, on le retrouve aussi pour les ressources du sol. C'est qu'on va essayer d'associer ensemble des plantes qui ont des systèmes racinaires différents pour pouvoir explorer au mieux les différents horizons du sol et donc d'acquérir un maximum de ressources. Et donc tous ces éléments, là encore, hein, ils s'expriment quand on est dans des situations où il y a des ressources qui sont limitantes. Si on a pléthore d'eau, enfin juste ce qu'il faut en eau, ce qu'il faut en azote, ce qu'il faut en phosphore, on n'a pas d'intérêt à chercher cette complémentarité entre les plantes. Mais dès qu'on est dans des situations où on a moins d'apport d'intrants, moins de disponibilité en nutriments, ben on va chercher justement à valoriser cette complémentarité entre les plantes. Et ce n'est pas évident parce qu'il y a tout un tas de leviers à essayer de combiner. Et Jonathan l'a dit, l'observation qui est faite, c'est quand on regarde le rendement total de l'association par rapport au rendement moyen des cultures pures, donc là c'est en combinaison une soixantaine d'essais conduits sur une dizaine d'années en France et au Danemark, avec du blé tendre, de l'orge, du blé dur, du pois ou de la févrole avec différentes densités. On voit que globalement, on a systématiquement une augmentation du rendement. C'est-à-dire que l'association fait quasi systématiquement mieux que la moyenne des cultures pures. Et j'insiste encore, ces essais ont été faits dans des situations où il y avait pas ou peu d'azote disponible. Si on est dans des situations avec beaucoup d'azote, une association céréale-légumineuse fera moins de rendement qu'une céréale largement fertilisée. Au-delà du rendement, voilà. Au-delà du rendement, j'ai parlé de l'amélioration de la qualité. Donc, qualité, voilà, teneur en protéines, on est bien d'accord que c'est qu'un des éléments de la qualité. Et là, on retrouve les mêmes résultats, c'est que la teneur en protéines de la céréale associée, il est systématiquement, quasi systématiquement amélioré par rapport à la teneur en protéines de la céréale pure qui est conduite dans les mêmes conditions. Et quand on a des teneurs en protéines en céréales pures qui sont très élevées, ben, l'association, ça ne fait pas de miracle, ça ne fera pas mieux. Par contre, c'est quand on a des situations où on a des teneurs en protéines qui sont faibles sur la céréale pure, c'est là que l'association avec une légumineuse permet d'augmenter plus fortement la teneur en protéines. Donc ça encore, ça vient rajouter une couche sur le fait que le gain de protéines, il va être surtout s'exprimer quand on est dans des situations à bas niveau d'azote disponible.
Alors, au-delà du rendement et de la qualité, ça a été évoqué aussi, hein, l'intérêt des cultures associées pour la lutte contre les bioagresseurs. Donc, on avait fait des travaux sur le puceron vert du pois. Donc, Jonathan a parlé aussi du puceron. Alors, quand il n'y a pas de puceron, bah, il n'y a pas de puceron, hein, ni en culture pure, ni en culture associée. Mais par contre, les années où on a beaucoup de pucerons, comme ici, là, en culture pure, ben, en culture associée, on avait beaucoup moins de pucerons qui étaient observés. Alors, pour différentes raisons, hein. Ce n'est pas les coccinelles parce qu'elles arrivent un petit peu après la bataille. Elles viennent que s'il y a beaucoup de pucerons, donc elles ont un rôle de régulation finalement assez faible. Mais c'est plutôt une modification de la forme, de la température, de l'humidité dans le couvert, et puis la reconnaissance de la plante qui est plus complexe. Et bon, ça marche pour les pucerons, mais ça ne veut pas dire que ça marche pour tous les bioagresseurs, hein. Et par rapport aux adventices, ce qu'on voit, c'est ici, c'est la biomasse adventice en association par rapport à la biomasse adventice en céréales pures. Bon, ça ne fait pas beaucoup mieux qu'une céréale pure, mais par contre, par rapport à une légumineuse pure, qui parfois sont fortement enherbées bah, parce qu'elles mettent du temps à se développer, elles vont verser, ou dans le cas d'une févroile, elles vont perdre leurs feuilles qui va laisser de l'espace disponible, mais la culture associée permet de réduire fortement l'enherbement. Alors là encore, c'est une vision globale. Peut-être que enfin, même c'est certain, hein, ça ne marche pas pour toutes les adventices. Je n'ai pas de connaissance, par exemple, d'effet des cultures associées sur le chardon, mais par contre, sur d'autres adventices, il y a un effet que l'on va retrouver. Et donc ça montre que quand on fait face à un bioagresseur, soit un insecte, une adventice ou une maladie, ben, il faut bien connaître les processus et les mécanismes sous-jacents et la biologie de ces organismes pour penser une association qui puisse permettre de les résoudre. Et d'avoir bien en tête que l'effet, il n'est pas systématique, hein. Globalement, la tendance est plutôt positive, mais dans certains cas, l'association n'aura pas d'effet, voire même dans plus rares cas, elle peut avoir un effet préjudiciable. La difficulté pour les producteurs, c'est qu'il y a tout un tas de leviers qui peuvent être mobilisés. C'est comment est-ce qu'on fertilise, tant est qu'on veut fertiliser une culture associée. Alors, je dis essentiellement minéral parce qu'une fertilisation organique ne permet pas de faire un pilotage sur l'instant de la culture associée. Se pose la question des densités de chacune des espèces. Alors, Jonathan a parlé de mélanges très complexes où il y a 6 espèces, donc c'est encore plus compliqué. Comment est-ce qu'on structure le peuplement? Est-ce qu'on mélange tout en vrac? On fait des rangs séparés? Quand est-ce qu'on les sème? Quelles espèces, quelles variétés associées? Si on doit les traiter, ben, avec quels produits on peut les traiter? Comment on les récolte? Donc, on voit qu'il y a beaucoup de questions et c'est voilà, c'est complexe pour les producteurs et aussi pour les chercheurs qui essayent de comprendre un peu plus finement les processus qu'il y a derrière. Et donc ça nous a amené à se dire, ben, finalement, nous, les chercheurs, on peut étudier quelques cas particuliers dans nos micro-parcelles à l'INRA. Alors, c'est super, hein, on comprend bien comment ça marche, on analyse finement les processus, mais ça n'aide pas forcément les producteurs à trouver les mélanges adaptés. Et donc, on s'est dit, ben, si on faisait l'inverse, si on allait voir ce que faisaient les producteurs pour nous, chercheurs, acquérir des connaissances et formaliser cela. Et quand on va voir les producteurs, on voit qu'ils sont bien plus originaux que les chercheurs parce qu'ils font des associations qui sèment en même temps ou pas, qui récoltent en même temps ou pas. Ils font des associations avec des cultures de vente et des plantes de service pour des débouchés en alimentation humaine ou animale, des grains, des fourrages ou la production de services. Et quand on regarde la diversité des espèces qui cultivent et qui mélangent, on voit qu'il y a pléthore de mélanges qui sont pratiqués par les agriculteurs. Et si à l'inverse, j'avais fait le même graphique avec les mélanges étudiés par les chercheurs, bah, il y aurait peut-être 3, 4 mélanges, 5 mélanges dans le meilleur des cas. Donc les agriculteurs sont plus originaux que les chercheurs. Par contre, ils formalisent peut-être moins ces connaissances et nous, notre challenge, c'était d'essayer de comprendre ce qu'il y avait derrière, pourquoi les agriculteurs faisaient ces mélanges. Et quand on demande à les agriculteurs, donc là c'est un groupe de 20 agriculteurs du sud-ouest de la France, ils disent ben, la principale raison pour faire des mélanges céréales légumineuses, alors là c'est pas des éleveurs, c'est plutôt des céréaliers, c'est d'abord pour réduire les adventices. Puis, dans un deuxième temps, réduire les engrais et en premier lieu l'azote. Et vient ensuite la stabilité du rendement et la réduction du temps de travail. Et globalement, les agriculteurs qui font des cultures associées et qui en parallèle font aussi des cultures pures, ils ont souvent des cultures associées qui sont simples dans le sens où ils ont tendance à semer et récolter et ensuite le mélange fait le job tout seul, ce qui permet aux producteurs de se focaliser, de se concentrer sur des cultures plus techniques, plus difficiles à gérer. Alors, on a formalisé une partie de ces connaissances à travers des fiches techniques qui ne se veulent pas être des recettes parce que voilà, vous êtes bien sans savoir qu'il n'y a pas de recettes en agriculture. Mais par contre, l'idée, c'est
donner à voir ce que certains producteurs font pour donner des idées à d'autres. Donc là, j'ai mis quelques exemples, mais on en a une cinquantaine de fiches comme ça. Donc, par exemple, des agriculteurs qui font un mélange prairie avec des céréales et des légumineuses pour sécuriser l'implantation de la prairie. Si la prairie s'implante bien, bah, ils vont faucher et puis le mélange n'ira pas à graines. Et à l'inverse, si la prairie se développe mal, bah, il y a quand même quelque chose qui va pouvoir être récolté, donc des céréales et des légumineuses, pour ensuite venir sursemer la prairie. Des choses plus classiques, des mélanges pois-orge, qui est un classique qu'on retrouve beaucoup dans les systèmes d'alimentation animale, des mélanges blé-févrole pour là, produire un blé de qualité, plutôt pour une commercialisation extérieure ou éventuellement une transformation sur un atelier sur la ferme, mais sans apport d'azote. Et des mélanges blé-lentilles où là, on cherche à produire de la lentille en se servant du blé comme d'une plante tutrice et qui va venir concurrencer les adventices. Donc, on voit que derrière les associations, il y a toute une diversité d'objectifs qui sont associés. Et donc ça m'amène à se dire finalement ce qui est important pour le producteur, c'est pas de lui donner des listes d'associations parce que ce qui marche chez l'un ne marchera pas forcément chez l'autre, mais plutôt de comprendre le raisonnement qu'on peut mettre en œuvre pour concevoir un itinéraire technique. Et donc là, on avait fait un atelier avec des producteurs où c'était un groupe qui voulait faire un mélange équilibré pois-blé. Et puis l'autre qui a plutôt fèvre-pois parce qu'ils avaient des problèmes notamment de sanglier. Et le choix que ces producteurs ont fait, c'est dans un cas de faire une association additive. Donc, ils ont semé du pois en pleine densité et du blé en demi-densité. Alors que les producteurs qui ont fait le mélange blé-févrole, eux, ils ont semé une févrole en demi-densité en gardant un interrang classique, 50 centimètres à peu près, et en choisissant un blé relativement haut pour pouvoir s'adapter à la hauteur de la févrole. Et quelques années plus tard, j'ai un autre producteur qui faisait le même mélange, mais en associant deux variétés de blé, un blé Renan qui est plus petit et un blé rouge de Bordeaux, pour avoir, si la févrole est très haute, avoir un blé qui s'adapte au rouge de Bordeaux, et quand la févrole est petite, le Renan qui puisse mieux se développer. Et en termes de production, on a ici le mélange pois-blé, on voit qu'il fait mieux que le pois pur et mieux que le blé. Donc c'était l'objectif attendu par l'agriculteur, avec un mélange plutôt équilibré. Et à l'inverse, dans le blé févrole, on voit qu'on n'est pas guère mieux que le blé tout seul et pas guère mieux que la févrole, et avec un mélange qui est plutôt déséquilibré. Donc on avait beaucoup de févrole, pas parce que l'itinéraire technique n'était pas bien pensé, mais parce que cette année-là, on a eu une très mauvaise levée du blé. Et ça montre l'intérêt de l'association, c'est qu'il y avait très peu de blé, mais ça a été compensé par la production de lentilles. Et l'avantage, c'est que du coup, on s'est retrouvé le blé dans le mélange avec le pois. On a eu 14% de protéines, alors que le blé non fertilisé dans les mêmes conditions était à 12. Un blé sur lequel on a mis 35 kg d'azote minéral en fin de culture, il était à 12,5. Et dans le cas du blé févrole, vu qu'il y a très peu de blé dans le mélange, là où on a eu un blé à 15% de protéines sans azote. Donc un blé de très haute qualité au sens très haute teneur en protéines. Et donc là, il y a un élément qui est important, c'est que la culture associée, elle ne change pas le fonctionnement écophysiologique du blé. Donc, si vous voulez gagner sur la teneur en protéines de la céréale, eh bien, il faut accepter de produire moins de céréales qu'en culture pure. Voilà, et on ne peut pas gagner sur les deux tableaux. Et donc, la stratégie, elle va être adaptée en fonction de votre objectif de production. Alors, quelques petites choses à ne pas faire. C'est ce que nous, on a fait à l'INRA dans un essai système de culture. On s'est dit, bon, il y a un certain nombre de céréaliers qui font dans la région du blé dur suivi de tournesol. Donc, on s'est dit, ben, tiens, comment on pourrait diversifier ça? Alors, on a pensé à introduire du sorgho avec éventuellement des cultures intermédiaires. Et puis, on s'est dit, ah, ben, peut-être qu'à la place du sorgho, plutôt des légumineuses pour l'intérêt de fixer de l'azote atmosphérique. Et puis, on a pensé une rotation qu'avec des cultures associées. Et moi, ce que j'ai envie de dire aux producteurs, c'est de dire, en fait, les cultures associées, c'est un outil de la boîte à outils et il ne faut pas vouloir en mettre partout. Et ça, c'est vrai pour tout un tas de pratiques. Il faut le mettre là où il y en a besoin. Et derrière, par exemple, une luzerne, 3 ans, vous avez une parcelle qui est relativement propre, qui va laisser de l'azote. Et ben là, il vaut mieux le valoriser par une céréale pure plutôt que d'y mettre une culture associée. Et peut-être qu'en fin de rotation, quand on commence à avoir un peu de salissement et des systèmes qui commencent à s'appauvrir un petit peu en azote, et ben là, on va choisir une culture associée adaptée à vos animaux, à votre contexte climatique, etc. Mais il ne faut pas vouloir mettre des associations systématiquement partout. Ce n'est pas forcément le plus adapté.
Et ensuite, se pose la question de, alors si vous êtes en système d'élevage pour l'autonomie protéique, vous n'avez pas forcément besoin de vouloir trier. Vous pouvez vouloir, mais ce n'est pas nécessaire. Par contre, dès que vous voulez commercialiser des mélanges, ben là, il y a un frein fort qui est perçu par les producteurs, c'est la question de la récolte et du tri. Parce que les collecteurs, que ce soit les coopératives, et que ce soit pour l'alimentation humaine ou pour l'alimentation animale, ben, ils veulent du blé, du pois, de la févrole, du lin, du tournesol, mais ils n'aiment pas trop les mélanges. Et ça, c'est vrai aussi pour la fabrication d'aliments pour les animaux. Un fabricant d'aliments, ben, il veut avoir du blé, de l'orge, du pois, etc., pour fabriquer son aliment avec des recettes bien précises et bien calibrées. Et donc, cette question de la récolte et du tri, elle apparaît centrale dès lors qu'on commercialise des mélanges. Et donc, on s'est intéressé à cette question-là dans un projet européen il y a quelques années où voilà, on avait différents mélanges et on a fait bouger les réglages des moissonneuses-batteuses. Et on voit que selon le réglage de la moissonneuse-batteuse, ben, on va avoir des produits plus ou moins sales, on va casser plus ou moins de grains, on va en perdre plus ou moins. Et donc en jaune, c'est la marge, le produit brut, si vous voulez, avec le plus mauvais réglage qu'on a fait sur la moissonneuse-batteuse. On n'a pas fait des trucs complètement délirants non plus, hein. On a pris un réglage qui nous semblait optimum et on a dégradé ce réglage-là dans un sens comme dans l'autre, en avançant plus vite, en augmentant la vitesse de battage, etc. Et parmi ces 10 réglages qu'on a testés, le orange c'est le moins bon et le vert c'est le mieux. Et on voit que selon les mélanges, ben, le choix du réglage de la moissonneuse-batteuse va quand même impacter de façon non négligeable sur le produit brut, parce qu'on va avoir moins d'impuretés, moins de casse, etc. Et sur d'autres mélanges, finalement, les moissonneuses-batteuses sont suffisamment relativement performantes, ce qui fait qu'il n'y a pas de grande différence. Par contre, le réglage de la moissonneuse-batteuse, il a un enjeu très fort, c'est pour derrière être en capacité ou non de trier. Donc, si vous n'avez pas besoin de trier parce que vous utilisez le mélange tel quel pour vos animaux, il n'y a pas de souci. Mais si vous voulez trier, ben, il faut avoir donner un petit peu d'attention au réglage de moissonneuse-batteuse, parce que si vous avez, comme dans ce cas-là, là, beaucoup de pois cassés et beaucoup d'impuretés, ben, ça va être compliqué de les sortir du blé. Là, par exemple, le blé après tri, on avait le blé, certes, mais on se retrouvait avec toutes les impuretés et tout le pois cassé dans le blé. Donc ça, c'est un blé qui ne peut pas partir en alimentation humaine. À l'inverse, le pois, ça se trie relativement bien puisque c'est plus grosses graines, et donc là, on avait réussi à bien le nettoyer. Ça, c'est avec des trieurs classiques style Maro, voilà, ou trieur à plaque. Donc ça pose différentes questions. C'est que si c'est pas possible de le faire par le collecteur, bah, peut-être qu'à la ferme, il faut faire du tri à la ferme. Mais ça, c'est un nouveau métier, c'est du temps supplémentaire et donc tous les agriculteurs ne sont pas forcément en mesure de le faire ou n'ont pas envie de le faire. Peut-être qu'il faudrait développer de nouvelles moissonneuses-batteuses, mais ça, on peut l'oublier parce que le coût de développement d'une moissonneuse-batteuse est trop élevé. On peut aussi imaginer que finalement, ben, on va réalloter ces pois ou ces blés issus de ces céréales issues de cultures associées ben, avec des cultures pures pour diluer ces impuretés et la protéine. Et réfléchir peut-être aussi à des variétés qui soient plus adaptées, voire aussi peut-être d'accepter de ne pas vouloir tout trier. C'est-à-dire qu'il y a une partie du blé là qu'on pourrait trier simplement et puis une fraction qui est plus difficile à trier. Et on a poursuivi ces travaux-là, toujours dans le projet européen Remix, avec l'établissement Denis. Alors, je ne suis pas payé ni par Denis, ni par d'autres entreprises, hein, c'était juste nos partenaires, donc un trieur à plaque classique. Et là, on voit qu'autant tout à l'heure, sur le choix de réglage de moissonneuse-batteuse, on ne gagnait pas beaucoup sur le produit brut. Par contre, le tri génère de la valeur ajoutée parce qu'on va enlever des impuretés, donc on va réduire le déclassement, on va enlever des grains cassés, etc. Et donc, on va remettre des produits aux normes. Et donc, c'est le cas voilà, dans le mélange blé-lentilles, pois colza, orge-pois, blé-lupin. Alors, par contre, dans le cas d'un blé lentille, avec ce type de trieur à plaque, même avec deux passages, on a toujours des lots qui sont non commercialisables en l'état, puisque dans la fraction de blé, ben, il nous reste 7% de lentilles et 7% d'impuretés. Et dans la fraction lentille, ben, il nous reste 15% de blé et 20% d'impuretés. Donc, on a une lentille très sale et un blé très sale. Et ça nécessite de passer sur d'autres outils de tri, style trieur alvéolaire, table densimétrique et trieur optique. Donc, en résumé, les cultures associées céréales légumineuses, bah oui, si vous les mettez en place, vous pouvez espérer des gains de rendement et de qualité, mais surtout dans des situations où il n'y a pas ou peu d'azote disponible. Que globalement, ça a plutôt des effets positifs sur les facteurs biotiques, même si ce n'est pas systématique.
qu'il y a tout un tas de leviers mobilisables, et en particulier, l'idée, c'est de limiter la fertilisation et plus largement la disponibilité en azote, parce que plus vous allez avoir d'azote, plus vous allez favoriser la céréale au détriment de la légumineuse, et donc à un moment, il n'y a plus d'intérêt à faire de mélange dans ces situations. Beaucoup d'incertitudes, de questionnements sur le choix des densités et des structures. Et donc là, bah, voilà, a posteriori, on est capable de savoir ce qui était le mieux, mais a priori, c'est compliqué. Et surtout, c'est pas parce qu'on fait des cultures associées qu'on doit oublier l'agronomie. Donc, il faudra continuer d'alterner les familles. Et un élément, voilà, je pense que c'est utopique d'imaginer que quand au moment du semis, on puisse prédire les proportions. Et ça, j'ai voilà, un producteur qui me disait, moi, de toute façon, les associations, je sais ce que je sème, mais je ne sais jamais ce que je récolte, et c'est pas grave. Et il me disait aussi, puis de toute façon, mes vaches, elles vont s'adapter parce qu'elles n'aiment pas manger toujours la même chose, c'est comme nous. Et donc, tantôt, il y a un peu plus de céréales, tantôt un peu plus de protéagineux. Mais ça marche là encore. Si vous avez vaches laitières à 10 000 et plus, ben non, ça ne s'adapte pas à des rations qui sont variables. Par contre, si vous avez des animaux plus rustiques et des objectifs de production moins élevés, eh bien oui, effectivement, ces animaux sont capables de s'adapter à cette diversité. Et de toute façon, l'idée, c'est de gérer le risque par la diversification. Et je pense qu'Alexandre, Jonathan, pardon, pas Alexandre, Jonathan l'a bien montré, diversification dans les assolements, diversification dans les pratiques, dans les systèmes, pour minimiser le risque. Donc les associations, c'est un des leviers, mais ce n'est pas le seul. Et parmi les questions qui restent à traiter, pas exhaustif, hein, c'est d'impliquer les sélectionneurs pour identifier des génotypes et puis des traits à associer. Ce qu'on sait, c'est que la meilleure association, c'est pas l'association des meilleures variétés, mais par contre, aujourd'hui, on est encore un petit peu sec sur quelles sont les bonnes variétés à associer. Moi, je travaille aujourd'hui pas mal sur la question de la traque aux agroéquipements, puisque les agroéquipements, bah, ça coûte cher. Les fabricants d'agroéquipements, bah, ils cherchent à fabriquer des agroéquipements pour le plus grand nombre. Et par contre, il y a plein d'agriculteurs qui bricolent des outils. Donc là, voilà, c'est un exemple d'agriculteur qui avait bricolé un outil pour pouvoir semer des associations à différentes profondeurs avec différentes structures. Donc là, au même principe que pour les fiches que j'ai présentées tout à l'heure, c'est à terme de faire des fiches sur des agroéquipements pensés, conçus et utilisés par les producteurs. Donc si vous en connaissez, je suis preneur de leur contact. De travailler aussi sur la place des cultures associées dans les systèmes de culture, puisqu'on connaît très mal l'effet précédent suivant. Il y a aussi sur le rôle des différentes plantes de service. Question très prégnante aussi, et sur laquelle on a peu de prise, c'est ben, le soutien aux cultures associées, qui ne sont pas forcément une pratique qui est reconnue à sa juste valeur et valorisée à sa juste valeur dans les systèmes PAC et autres. Et puis, de faire bouger les lignes aussi chez les transformateurs et les consommateurs. Alors, pour l'alimentation animale, c'est à travers l'ouverture à de nouveaux produits, mais c'est aussi vrai pour l'alimentation animale pour avoir des process de fabrication qui partent de cultures associées et pas de cultures associées qui auraient été triées. Donc voilà, donc c'est des choses complexes et donc voilà, on est tous ensemble dans le même bateau pour essayer de faire bouger les lignes. Et les fiches techniques que je vous ai présentées, donc elles sont disponibles en ligne. Je suis en train d'en faire retirer en papier, donc si vous en voulez, il suffit de m'envoyer un petit mail et puis dès que j'aurai des versions papier, je vous les enverrai avec plaisir. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Laurent. Merci, oui. Et merci à Jonathan. Donc, pour le moment, on a une petite question qui s'adresse à Laurent. La question, c'est est-ce que tu as rencontré des cas de figure où la fertilisation a été ajustée en temps réel, par exemple en fonction de l'état du couvert à la sortie de l'hiver? Non. Enfin, je dis la plupart, ça, c'est ce que nous, on a fait dans nos essais ici à INRAE, mais des producteurs qui font ça, généralement, non. Je vous disais, la plupart font un système simple, ils sèment et ils récoltent et ils ne s'embêtent pas trop sur le pilotage de la culture associée. Ils mettent leurs efforts sur d'autres cultures. Et par rapport au levier, ou en tout cas aux questions que tu poses en fin de ta présentation, et même par rapport à ce que toi tu pratiques un petit peu au quotidien, Jonathan, du coup, est-ce que vous avez une idée du pourquoi c'est si peu répandu quelque part?
puisque, enfin voilà, on voit bien avec votre présentation et avec les résultats scientifiques qui l'appuient qu'il y a quand même, ça remplit pas mal d'intérêts d'un point de vue agronomique et notamment dans des systèmes à bas niveau d'intrants. Donc, si on imagine, enfin voilà, une réduction de l'utilisation des engrais, une réduction de l'utilisation des phytos, euh, pourquoi est-ce que ça peine en fait à tant se généraliser? Euh, donc, je vous laisse la parole à tous les deux. Enfin, toi, tu as déjà un peu évoqué, Laurent, peut-être. Bah, moi, je pense que dans les systèmes conventionnels, on a des phytos et des engrais minéraux qui permettent de cultiver des céréales toutes seules et des légumineuses toutes seules. Si demain les prix des phytos augmentent ou si la réglementation fait qu'on ne peut plus les utiliser, enfin, proportionnellement au prix des cultures, les cultures associées vont se développer. Et donc, elles sont marginales dans les systèmes conventionnels, mais dans les systèmes bio et dans les systèmes bas intrants ou dans les sols où il y a peu de potentiel ou dans les zones vulnérables, c'est des systèmes qui se développent et se pratiquent. Je l'attends compléter. Oui, moi, c'est une très bonne question. Je pense que il y a une grosse problématique qu'a évoqué Laurent sur la question du tri quand on veut faire des mélanges associés pour des cultures de vente. Et dans ce cas-là, ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est principalement utilisé par des éleveurs. Et par rapport à ces éleveurs, on va dire qu'il y a un peu de groupes qui se séparent. Les éleveurs laitiers qui ont besoin d'une alimentation qui est très calibrée en fonction de la productivité qu'ils veulent avoir. Et eux, il faut qu'ils aient une alimentation, du coup, qui va être assez certaine. Or, quand on plante un mélange, comme a dit Laurent, on ne sait jamais exactement ce qu'on va récolter. Donc, ça ne correspond pas parce qu'ils vont devoir acheter à l'extérieur d'autres céréales pour pouvoir rééquilibrer leur mélange et donc leur ration. Et puis après, il y a les éleveurs plus comme moi qui sont des éleveurs allaitants. Donc, avec une production de viande, oui, on a un besoin de gains moyens quotidiens. Et donc, par rapport à ça, on a une certaine ration et donc un certain équilibre entre euh, les protéines et les sucres. Donc, on va, en fonction de ce qu'apportent les céréales et ce qu'apportent les protéagineux ou les légumineuses. Mais ça, on va dire qu'on va avoir différents outils pour le recalibrer et on va accepter une plus grande variabilité, donc une plus grande différence de levée entre certaines espèces. Donc, je pense que c'est plus simple dans ce type d'élevage. Or, je pense pas que, je crois qu'on a une diminution et des élevages allaitants en bovin et en ovin et que c'est un type de profession qui, voilà, qui a assez peu de succès, qui est plutôt en perdition de représentation. Si Jonathan, est-ce que peut-être tu pourrais nous préciser, puisqu'on a vu effectivement que les agriculteurs pouvaient avoir un raisonnement très différent en fait hein, sur la composition du mélange, comment toi tu le raisonnes? Comment tu raisonnes? Moi, ouais, moi, je l'ai raisonné par rapport au niveau de ration que je voulais avoir sur mon troupeau et on va dire que je suis parti du principe que je voulais que il y ait d'abord des mélanges qui soient adaptés au type de terre qu'on pouvait avoir, c'est-à-dire l'expérience que mon père pouvait avoir sur les différents mélanges qu'il avait fait avant, ce qui avait marché, pas marché, et ce qui marchait sur des types de sols qui sont assez pauvres. Et puis ensuite, qu'est-ce que je pouvais trouver également dans le commerce en mélange de base. Donc moi, j'achète potentiellement des céréales à donner à mes bêtes. Et voilà, je l'utilise en partie pour la semence et puis en partie pour les animaux. Et je rééquilibre en achetant d'autres variétés pour ressemer après derrière. Donc ça, c'est un des éléments de base sur pourquoi j'ai fait ces choix-là. Après, au niveau de la ration, je me suis basé sur les animaux qui ont le plus de besoins, c'est-à-dire les brebis gestantes et à lactation et les animaux en croissance. Et il faut qu'il y ait une ration qui soit suffisamment énergétique pour soutenir ces besoins forts et qui vont causer le moins de dommages possible, donc euh, le moins acidogène possible, et puis qui vont pas causer des problèmes physiologiques comme par exemple le blé, la trop forte proportion de blé au triticale va
va potentiellement entraîner des calculs urinaires qui peuvent dégrader l'état des animaux, voire entraîner leur mort. Et il y a également le fait que certains éléments dans la ration peuvent avoir plus ou moins des effets importants sur des stades physiologiques, comme par exemple au moment où on veut favoriser l'induction folliculaire pour que les brebis soient plus fertiles, le fait d'avoir de l'avoine dans la ration, ça a un effet stimulant au niveau hormonal et donc ça va favoriser la prolificité. Donc voilà, c'est tous ces éléments-là que j'ai mélangés et j'ai essayé de faire un niveau moyen de qu'est-ce qui va m'intéresser le plus dans ma ration, qu'est-ce que j'ai comme semence et du coup comment je vais construire mon mélange par rapport à ça. Merci. Est-ce que parmi les participants encore restants, merci pour ceux qui sont restés, parce qu'on a légèrement débordé, mais c'était passionnant. Est-ce qu'il y a des questions brûlantes? N'hésitez pas à remplir le QR, parce que nous, avec Maxime, on peut encore en poser, je pense, mais c'est vrai que, enfin, du coup, c'était un peu en filigrane aussi dans votre présentation, mais l'intérêt aussi qu'on peut y voir, c'est peut-être par rapport à cette adaptation au changement climatique et à- à ce qu'on peut constater, enfin, que ce soit en 2022 ou en 2023, où en fait chaque année on a l'impression qu'on bat des records. Et ça peut être un des leviers. Alors, comme tu l'as dit, Laurent, ça ne sera pas le seul, mais en tout cas, ça contribue à être un levier pour gérer ce risque sur les fermes, quoi, qu'elles soient en polyculture élevage ou voire en céréales. Mais avec, on l'a bien entendu, ce besoin quand même aussi d'adapter en fait les variétés et pourquoi pas les races aussi, parce qu'on parlait des races laitières très productives, mais on peut imaginer aussi envisager peut-être des races qui seraient davantage adaptées en fait et qui seraient en capacité de valoriser ces proportions peut-être un peu moindres en fait d'apport énergétique et protéique. Si je peux compléter un petit peu ce que tu dis, je pense qu'il y a une autre menace qui est d'autant plus grande que le réchauffement climatique et qui est peut-être un peu moins visible et qui est déjà très très avancée, elle, c'est l'effondrement de la biodiversité. Et on voit que plus en fait les systèmes sont simplifiés, plus ils sont sensibles. Et on a parlé de présence d'insectes, d'auxiliaires, etc. Plus on va avoir d'éléments différents dans notre système, plus on va être résistant. Laurent a parlé du fait que pour des pucerons, les plantes sont moins difficiles à identifier au sein d'un mélange et donc ils vont être moins sensibles. Le fait d'avoir euh, des éléments qui vont attirer des pucerons à certains endroits, mais pas de façon trop dense alors que ce soit dans les parcelles, ça va favoriser la présence d'auxiliaires qui, eux, vont avoir un effet régulateur. Donc, c'est essentiel. Et je pense que si on effondre par nos systèmes et nos pratiques la biodiversité de façon générale, ça veut dire qu'on se rend aussi beaucoup plus sensible sur soit une explosion de prédateurs, je sais pas, ça peut être les rats-aux-pieds qui n'ont plus aucun prédateur et qui vont ravager les terres comme on peut avoir dans le centre de la France, ou ça peut être des ravages je sais pas, dans les céréales, de différents éléments. Et puis, voilà, je pense que c'est essentiel d'avoir ça en tête. Et je pense qu'on n'en parle pas assez. Oui, parce que c'est vrai que dans les cultures associées qui ont été présentées là, enfin, en tout cas sur ta ferme, on voit que cette association, elle se fait, enfin voilà, à la fois au niveau d'une année, mais aussi au niveau, on va dire pluriannuel, avec, tu l'as bien montré, la présence de cet arbre. Qui soit au sein de la parcelle en agroforesterie intraparcellaire ou dans les haies à proximité. Voilà, et c'est effectivement cette mixité un peu de toute cette diversification au sein du système qui fait que voilà, toi, on voit que tu continues à avancer en fait, en tout cas sur ce chemin pour
pour préserver cet îlot de biodiversité à proximité de Toulouse. Maxime, est-ce que tu as Non, encore mais je des pense que questions? là, étant donné qu'on a un peu débordé, on va peut-être s'arrêter Mhm. et remercier nos intervenants. Merci beaucoup Alors, et puis aussi l'ensemble des participants. ouais. Et juste pour terminer, pour les participants qui sont présents encore, on vous donne rendez-vous mardi 12 décembre prochain, donc de 13h à 14h, où là, ce sera Amélie Claude Pierre, donc notre collègue qui est basée à Lyon, qui partagera avec le témoignage de Jean-François Vielle et de Luc Foucault de Terre de Source, euh, le, le sujet en fait autour des démarches collectives et comment s'organiser pour mieux valoriser en fait ces produits. Voilà, donc si vous n'êtes pas déjà inscrit, on vous invite à le faire de ce pas. Et puis, si vous êtes dans les environs de Toulouse, on vous convie aussi avec plaisir aux universités After 2050, donc qui auront lieu le 21 novembre 21 et 22 novembre prochain, pardon. Voilà. Merci à tous. Merci à tous.